Merci. ITPC, c'est une expression, donc c'est le sigle anglais, International Treatment Preparedness Coalition. Donc c'est une coalition mondiale qui s'active sur les questions de traitement. Nous étions au lendemain de la session spéciale des Nations Unies sur le sida, communément appelé UNGAS, en 2001. Et les conclusions de UNGAS appelaient fortement la priorisation des questions de lutte contre le VIH, aussi bien sur les questions de prévention, de traitement et de soutien. C'est dans ce cadre qu'un groupe de personnes vivant avec le VIH et d'activistes soucieux de la qualité, mais également de l'accès aux services de traitement, avait donc mis en place cette coalition mondiale. Et cela a conduit, déjà en 2003, parce que c'est en 2003 que ça a été lancé, à envisager trois piliers stratégiques. Le premier pilier stratégique, évidemment, c'était de nous assurer qu'il y avait une bonne éducation thérapeutique des personnes vivant avec le VIH et également de travailler à accroître la demande. Qu'est-ce à dire? Il fallait accompagner les personnes vivant avec le VIH, que ce soit individuellement ou en groupe, de sorte qu'ils maîtrisent tout le processus de traitement. Rappelez-vous qu'on parle de la qualité du traitement. Donc c'est cela le premier pilier. Le second pilier porte sur toutes les questions liées à la propriété intellectuelle et à l'accès aux médicaments. Vous savez bien que les questions de propriété intellectuelle peuvent rendre difficile l'accès aux médicaments parce que les coûts peuvent dissuader les populations qui vivent généralement dans des zones assez pauvres. Donc, vous savez qu'en Afrique, généralement, nos pays difficilement peuvent garantir justement l'achat de médicaments, surtout quand ces médicaments-là sont brevetés. Le dernier pilier porte sur tout ce qu'on considère comme apport de la société civile ou des communautés, on va dire, pour suivre et donner les évidences au niveau des zones où le traitement est disponible. Donc les questions appelées suivi communautaire étaient essentielles pour ITPC. C'est pour cela qu'ITPC a mis les suivis communautaires comme troisième pilier, suivi communautaire qui permet bien entendu de collecter les évidences, mais également de rendre redevable, ou en tout cas de faire en sorte que ceux-là qui sont chargés d'appliquer les politiques puissent les faire de la manière la plus convenable possible. Donc voici brièvement pour ITPC et les trois piliers essentiels sur lesquels repose l'action de cette coalition mondiale. Le projet de l'Observatoire régional communautaire
sur le traitement est en droite ligne avec le troisième pilier de ITPC, le suivi communautaire et la redevabilité. Il s'agit spécialement pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, parce que ce projet couvre la zone Afrique de l'Ouest et du Centre, et nous avons 11 pays qui sont concernés, dont la Côte d'Ivoire. Ce projet, donc, qui a une durée de 3 ans, nous l'avons démarré en 2017, donc janvier 2017, et il prendra fin en décembre 2019. Il a la particularité de mettre les réseaux de personnes vivant avec le VIH au centre de la réponse. Parce que, en partenariat avec les réseaux de personnes vivant avec le VIH au niveau des 11 pays couverts, ce projet permet de collecter les évidences, de les analyser et de définir des orientations stratégiques qui permettent d'améliorer les programmes d'accès au traitement. C'est fondamentalement l'approche que définit ce projet-là, qui se propose comme un modèle. C'est un modèle d'observatoire communautaire. Il y a certes d'autres initiatives un peu partout dans le monde, et notamment en Afrique de l'Ouest, qui permettent d'alerter, donc des systèmes, des mécanismes d'alerte sur les ruptures, sur les situations de la prévention ou du traitement. Mais nous offrons un modèle particulier où les personnes vivant avec le VIH déjà sont au centre de la collecte, au centre de l'analyse et au centre de la définition des stratégies les mieux appropriées pour offrir une information stratégique aux décideurs. Et cela se fait en partenariat avec d'autres experts qui participent à l'analyse des données et qui participent également à la précision des indicateurs qui seront analysés. Donc voilà un peu brièvement les aspects relatifs au projet. Je dois signaler que l'autre particularité de ce projet est qu'il vise 5 catégories de population. Au lendemain de la réunion des Nations Unies sur les ODD, donc en septembre 2015, il a été clairement retenu en termes de santé et de bien-être, donc l'objectif 3 des ODD, de faire en sorte qu'il y ait un accès aux médicaments. Donc, faire en sorte que la qualité des traitements soit disponible. C'est un aspect. Mais l'autre aspect important, l'ONU-SIDA avait présenté et fait accepter à l'ensemble des membres du système la vision de mettre fin au sida d'ici 2030. Et cette vision reposait sur un certain nombre d'objectifs, dont les 3,90. Le premier 90, donc d'ici 2020, donc il nous reste encore 2 ans, d'ici 2020, faire en sorte que 90% des personnes vivant avec le VIH puissent connaître leur statut. De ceux-là qui connaîtront leur statut et qui sont positifs, les enrôlés, 90% seront enrôlés
dans le traitement. Donc c'est le deuxième 90. Et le troisième 90, ceux-là qui seront enrôlés, 90% devraient connaître leur statut, leur charge virale supprimée. Donc c'est cette ambition-là de contribuer justement à cette vision de l'ONU-SIDA endossée par tous les membres des Nations Unies, donc tous les pays membres, dont la Côte d'Ivoire et les 10 autres pays qui sont dans ce projet. Alors, il y avait à considérer toute catégorie de population. Et on avait dit qu'il ne fallait laisser personne en rade. C'est pour cette raison que l'Observatoire régional communautaire a ciblé ces populations qui peuvent souvent être laissées en rade et de voir comment elles accèdent aux services de traitement et quelle est leur appréciation sur la qualité des traitements. Donc ces populations-là sont les femmes enceintes, les jeunes, les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, les travailleuses du sexe et bien entendu, nous avons les usagers de drogues injectables. C'est souvent des populations qui sont oubliées ou qu'on considère qu'elles arrivent à l'accès au traitement. Nous avons voulu en savoir plus à travers ce projet. Donc les indicateurs, les informations que nous produisons touchent ces 5 catégories de population. Ok, merci. Je pense que le président a bien rappelé un peu les objectifs du projet, ce que nous visons à atteindre. À presque 2 ans de mise en œuvre de ce projet, sans pour autant faire de l'autosatisfaction, nous pouvons dire que nous sommes sur la bonne voie. Vous voyez, mettre en place un observatoire régional communautaire sur le traitement demande beaucoup de conceptualisation. Et il est important de définir un modèle qui puisse être pérenne. Donc aujourd'hui, nous avons la joie de dire que ITPC a défini un modèle qui met au cœur de l'action les personnes vivant avec le VIH, qui collectent des données au niveau des centres. Ces données sont analysées au niveau de l'Observatoire national, puisque dans chaque pays, on a mis en place un observatoire national. Ces données sont revues par des personnes externes, donc des experts ou des structures de recherche, pour nous assurer de la bonne qualité des données, et ces données sont utilisées pour des actions de plaidoyer. Donc on peut dire déjà que le fait d'avoir développé un modèle compréhensif, complet, est une première satisfaction de mise en œuvre de ce projet. Donc ce projet a pu collecter des données dans l'ensemble des pays que nous couvrons en Afrique de l'Ouest, donc dans les 11 pays. Et ces données sont en train d'être exploitées. Donc nous allons aujourd'hui voir en profondeur 12 mois de données collectées, aussi bien sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif, pour voir quelles sont les tendances, quels sont les obstacles liés à l'accès au traitement. En plus de cela, nous avons contribué au renforcement des capacités des réseaux de personnes avec le VIH, notamment en ce qui concerne les questions de gouvernance. Vous vous rappelez, le président a parlé de redevabilité. Vous ne pouvez pas faire de la redevabilité si vous ne renforcez pas la gouvernance. Nous avons formé les acteurs à la collecte et à l'analyse des données, renforcer les systèmes de suivi et évaluation.
nous les avons formés au système comptable et financier, tout cela pour leur permettre de jouer leur partition. Il faut dire que les résultats sont variés d'un pays à l'autre, étant donné que tous les acteurs n'ont pas le même niveau de capacité. Donc, en faisant une stratification des différents pays, cela nous permet de mieux cerner les capacités et de mieux les renforcer. Alors, la troisième satisfaction, c'est qu'aujourd'hui, nous avons développé des principes et des standards d'accréditation. Parce que pour nous, si vous voulez parler d'un observatoire communautaire sur le traitement, d'abord, il faut définir le modèle. Quel est le modèle? Comment doit fonctionner un modèle? Et si vous voulez que cet observatoire soit crédible, il faut pouvoir aussi développer des principes et des standards qui permettront d'apprécier la qualité du travail qui est fait au niveau de l'observatoire. Et le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'à travers ce projet, nous avons pu renforcer les partenariats avec aussi bien les structures gouvernementales, les acteurs de la société civile, les partenaires techniques et financiers, au plan régional, mais aussi au niveau des pays. Donc je peux dire qu'à bientôt 2 ans, le projet entre dans sa phase de maturation, mais évidemment, si vous voulez voir un impact crédible, il faut pouvoir aller au-delà de 3 ans. D'abord, être en conformité avec notre mission. Il est vrai que le Conseil consultatif régional appuie l'équipe technique, donc le directeur et ses collaborateurs, en conseil, en orientation, en réflexion, mais également, il est de la mission du Conseil consultatif régional de faire des activités de plaidoyer, partant de l'analyse des données collectées au niveau des 11 pays et en avoir une direction régionale pour l'Afrique de l'Ouest. C'est à ce titre que la 3e réunion du Conseil consultatif régional est cruciale. Je l'avais dit à l'entame de mon propos, le projet a une durée de 3 ans. Il nous reste, on est au mois d'octobre, il va nous rester 14 mois. Nous avons collecté suffisamment d'évidence pendant une année qui nous amène à agir en perspective de faire changer les choses. Au jour d'aujourd'hui, nous savons que les questions d'accès au traitement telles qu'elles se présentent ne permettent pas de garantir le premier 90. Alors que c'est ce niveau-là, le premier, qui est déterminant. Parce que pour être enrôlé, il faut d'abord connaître son statut. Toutes les informations que nous avons nous indiquent qu'il y a un certain nombre de barrières. Il faudra donc que cette réunion détermine la stratégie la plus appropriée pour convaincre les pays de l'Afrique de l'Ouest à lever ces barrières-là. Aussi bien sur les questions de la chaîne d'approvisionnement, sur donc, les ruptures souvent constatées, aussi bien sur ce qu'on appelle
l'accès financier aux services. Quand on constate que dans beaucoup de pays, l'accès aux tests est payant, comment on arrive à rendre gratuit ce premier pas-là et à réduire de manière considérable les coûts des traitements? Il y a, bien entendu, la question de l'acceptabilité. Beaucoup d'attitudes qui peuvent entrer dans le champ de la stigmatisation et de la discrimination au sein des services de prestation sont constatées et peuvent être considérées comme des obstacles véritables. Donc, toutes ces questions-là, toutes ces données-là nous interpellent et nous devons, au cours de cette réunion-là, déterminer un peu ces activités de plaidoyer que nous devons mener pour lever ces barrières. Ça, c'est le premier aspect. Et donc, faire en sorte que l'année 2019 soit une année consacrée essentiellement au plaidoyer. Le second aspect, le projet finissant. La troisième réunion devrait proposer les jalons qui permettent l'appropriation et la pérennisation. Nous sommes convaincus que le modèle que nous proposons est un modèle pertinent. Nous sommes convaincus que le modèle que nous proposons est à même de renseigner de manière stratégique les programmes nationaux comme les stratégies au niveau régional. Mais bien entendu, il faut arriver à le maintenir et à le consolider. Donc, la troisième réunion devrait tout au moins poser les jalons qui mettent en perspective et les processus qui permettent l'appropriation et la pérennisation du modèle que nous proposons. Donc, chers amis, les enjeux de cette troisième réunion sont ainsi déclinés. Alors, c'est bien de rappeler que nous sommes un projet régional et nous sommes basés en Côte d'Ivoire. Et il est important que nous puissions faire bénéficier à la Côte d'Ivoire de cet outil, qui est un outil qui pourrait vraiment contribuer de façon significative à l'atteinte des 3,90, défi que s'est fixé la Côte d'Ivoire comme beaucoup d'autres pays. Alors, je peux dire que déjà la valeur ajoutée dans le cadre de la collaboration avec le ministère de la Santé, le ministère de la Santé a autorisé l'accès aux services de santé, aux services communautaires pour la collecte de données et demande que cette initiative soit étendue à l'ensemble du territoire. Donc déjà, c'est une très grande avancée dans le cadre de la collaboration publique-société civile. Ça veut dire que l'État de Côte d'Ivoire est conscient de la valeur ajoutée de l'Observatoire communautaire sur le traitement et souhaiterait que nous puissions travailler main dans la main pour aider à lever les obstacles qui empêchent l'accès au traitement. La deuxième valeur ajoutée, dans le cadre du premier 90, puisque c'est là qu'il y a le problème, avec ces données, on peut contribuer à faire la promotion du dépistage. Et cela tombe bien parce que le thème de la journée mondiale de lutte contre le sida défini par ONU-SIDA, c'est connaître son statut et accéder au traitement. Alors, pour connaître son statut sérologique, il faut pouvoir encourager le dépistage. Mais en même temps, on encourage le dépistage en assurant que le service est disponible. Parce qu'il ne s'agit pas de faire dépister les gens et puis les laisser dans la nature. Il faut faire en sorte qu'ils puissent accéder à ces services-là. Et donc, à travers nos actions de plaidoyer, nous pourrons contribuer à permettre à l'État de Côte d'Ivoire de mettre plus de personnes sous traitement et d'arriver, qui sait, à un plus grand nombre de personnes qui puissent aller vers la charge virale.
l'accès à la charge virale. Donc, je peux dire que ce modèle est disponible pour la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire pourrait en bénéficier de façon aisée. Ce serait assez prétentieux de ma part de faire des recommandations à la population générale de la Côte d'Ivoire. Je sais que c'est un peuple déterminé, engagé à améliorer les conditions de santé des populations. Je voudrais tout au plus faire des recommandations à l'endroit des organisations de la société civile. Nous sommes en phase, on va dire, à la croisée des chemins. C'est à nous de valoriser notre contribution, non seulement à la vision de mettre fin au sida en 2030, mais également à l'amélioration de la santé et du bien-être des populations. Et nous ne pouvons le faire en tant qu'organisation de la société civile sans développer une synergie d'action. Il me semble important que tous les acteurs communautaires, tous les acteurs de la société civile arrivent à se mettre dans des cadres de concertation dynamiques qui permettent d'échanger, de collaborer et d'améliorer leur contribution dans les différents programmes de santé, notamment les stratégies liées à la réponse au sida. Je crois que cela manque énormément dans le pays et il me semble important de le rappeler aux différents responsables des structures de la société civile en Côte d'Ivoire. Évidemment, à l'endroit du secteur public, notamment du gouvernement, nous savons tous les efforts faits pour appuyer le financement de la santé et en particulier la réponse au sida, mais il y a encore à doubler d'efforts. Nous pensons que définitivement, la contribution, j'allais dire l'investissement, parce qu'il s'agit d'investissement sur le capital humain, et ça, nous devons le répéter. L'amélioration de la santé des populations est un investissement sur le capital humain. Il est important que l'investissement à partir de ressources domestiques soit conséquent et approprié. Donc, évidemment, il faudra engager les collectivités locales. Nous sommes heureux qu'il y ait de nouveaux maires. Il faudra interpeller les collectivités locales sur la nécessité d'investir suffisamment dans le développement du capital humain à travers justement le financement de la santé. Le même message à l'endroit du secteur privé de la Côte d'Ivoire. Il y a à investir davantage sur les questions de santé en Côte d'Ivoire à partir donc de ce qu'ils appellent la responsabilité sociale des entreprises. Et cela doit être, à mon avis, codifié de manière à ce qu'on puisse apprécier le niveau d'investissement de chaque partenaire du secteur privé. Donc voilà un ensemble de recommandations, si j'ose le considérer comme tel, que je voudrais formuler et adresser à l'endroit de ces différents acteurs. En vous remerciant, bien entendu, de l'effort qui sera fait pour que les acteurs de la société civile se mettent ensemble à cet effet. C'est prétentieux de vouloir faire des recommandations à tout un peuple parce que
c'est de la responsabilité du gouvernement. Mais ce que je peux dire de manière générale, je pense que beaucoup de progrès ont été faits dans le cadre de la lutte contre le sida pour amener la population à accéder à l'information. Et aujourd'hui, il est important que nous restions vigilants, notamment pour pouvoir faire en sorte que la population continue d'être au mieux informée, notamment concernant le dépistage et l'accès au traitement. Parce que aujourd'hui, il faut pouvoir briser les barrières liées à la stigmatisation. Vous savez, dans toute maladie, si le niveau de stigmatisation et de discrimination demeure élevé, cela constitue un frein à l'accès aux services pour les populations. Donc il faut faire confiance aux acteurs de la société civile. Il faut pouvoir aussi communiquer autour de ça et que la population ait accès à l'information. Donc voilà ce que je peux dire pour conclure mon intervention. Merci. Merci.